Et pour la météo, cette pluie battante qui s'abat depuis la nuit dernière devrait continuer de tremper les pavés jusqu'à la fin de la semaine. L'observatoire météorologique a déclaré une alerte jaune prudente, pouvant rapidement virer au rouge. Malgré ce torrent, la douce lumière tamisée de la librairie éclairait faiblement l'insigne, ouverte sur la porte vitrée. Prenant un livre, rangeant un autre, il y avait de quoi se miner le moral. Quel temps affreux. Il n'y a aucune chance pour qu'il ait le moindre client. Mais demeurant souriant, il se doit de rester ouvert. Après tout, un malheureux pourrait bien oublier son parapluie et... la main forcée par la pluie, trouver refuge ici. Il n'y a pas plus attentionné et aimable que lui. Ce qu'il souhaite du plus profond de son âme serait que sa générosité puisse lui rapporter quelques écus. Oh non, la générosité de ses clients lui suffit amplement. C'est à travers celle-là qu'il subviendra convenablement à ses besoins. S'il pouvait être touché par son hospitalité et sa gentillesse, jusqu'à leur donner goût à lui prendre un livre ou deux, ça serait merveilleux. Tranchant avec l'écho de la pluie sur le béton, le sifflement d'une lame chante avec les talons courants sur les durs pavés. Le bras de l'un de ses opposants vola, laissant le sang gicler comme témoin de l'élégance de l'épéiste. Mais avec de nouveaux ennemis, dont l'un n'attendit pas pour lancer de dague, il fallait pour la démone réagir. Les lames esquivées, elle projeta sa lance, maudite d'un sort, laquelle alla fendre le crâne du jeteur de dague. La terreur pouvait se lire dans les yeux de son camarade, avant que dans de sombres ténèbres, elle ne laisse ses rouges yeux briller de son maléfice. Ses mains se posèrent, chacune leur tour, sur la tête de l'homme qui, terrorisé, succomba vraisemblablement à un sortilège. Ses assaillants, tous tombés, elle laissa échapper un premier gémissement de douleur, avec le sang qui coule de sa hanche. Celui-ci s'évaporait au contact de l'eau. C'est enfin fini. Cependant, elle a le déplaisir de constater qu'elle s'est bien cassé 3 ou 4 côtes. Rien de très grave, et même avec le sang infecté, la régénération prendra bien une heure. Si elle ne trouve pas un endroit où se cacher, elle risque peut-être plus gros qu'elle ne pourrait déjouer. Du temps. Elle a besoin de temps. L'air affligé par la douleur et la fatigue, son regard se posa sur les fenêtres, laissant couler la lumière chaude d'une librairie ouverte. De tous les magasins qu'elle a vus, c'est bien le seul qui demeure ouvert par ce temps. Mais pourquoi une librairie? Est-ce moins l'œuvre du hasard? Ou bien est-ce là un piège? Peu importe, à vrai dire. Elle doit gagner autant de temps que possible. Alors, entrant, la clochette sonna pour la première fois depuis... allez savoir. Entrant alors à l'intérieur, d'un pas ferme, elle demeurait droite et silencieuse sur le palier. Au fond, un homme, livre en main, baignant dans le feu le plus vif des luminaires du magasin. Bienvenue, mademoiselle. Il l'attendait. Il attendait une magnifique cliente qui braverait la tempête. Peu importe comment il la regarde, c'est une cliente qui a du vécu. Et lui, Andrea Cassano, va devoir jouer ses meilleures cartes. Il a préparé une serviette chaude alors qu'il attendait. Ce temps est infect, il aurait plus que de peine à la laisser se geler. Celle-ci, toujours muette, reste sur ses mots. Je vous attendais. Plus que ça, il a préparé tout ce dont elle a besoin. Ça ne peut pas être une librairie ordinaire. Impossible. Il doit savoir quelque chose. Elle le remercie, mais lui dit qu'elle se passera du chauffage. De quelle organisation vient-il? La Tour des Artefacts? La Société de la Vérité? Vient-il un disciple de la nuit de Walpurgis? Peu importe, il n'est clairement pas un libraire normal. Il a dit qu'il l'attendait? Tout à fait. Le destin est hasardeux de nature, et il permet bien des surprises, comme la rencontre de deux parfaits étrangers. Primo, ancrage psychologique. Elle a l'air de faire face de bien contrariants ennuis. Tant que l'humeur ne transparaît pas comme rayonnante, fait remarquer à quelqu'un qu'il a l'air prône à des difficultés. D'une manière désincarnée et vague, crée une passerelle, laquelle le client peut utiliser pour se libérer de ses peines. C'est une simple suggestion mentale, un apparat de compassion, lequel un vendeur peut utiliser pour faire d'un simple visiteur un client. Il suffit de le laisser parler. Oui, pour parler d'ennui, c'en est de vrai qui lui sont tombés dessus. À ce stade, elle ne peut pas encore affirmer s'il est un allié ou un ennemi. Elle va devoir saisir cette chance pour s'en assurer. Des ennuis, hein? Cela voudra-t-elle bien le croire? Le peine véritablement entendre. Si son intuition est bonne, ça lui a tout l'air d'être aussi habituel que malheureux. Les incointances de chacun peuvent être pénibles. Deux yeux, ce n'est creux, ou être perpétuellement vague. C'est un petit tour assez commun, ou, encore une fois, par suggestion mentale, l'interlocuteur semble être compris. C'est l'art des lecteurs de bonne fortune. On ne peut se tromper à sortir des banalités, où les mots eux-mêmes perdent leur sens. S'il n'essaie pas de la duper, ça veut dire qu'il sait déjà. Quoi qu'il en soit, pourquoi ne s'essaierait-elle pas pour souffler? Elle a déjà eu bien du mal à venir ici. Elle mérite bien cela. Si parler peut aider, alors il lui offre avec plaisir une tasse de thé. Ça voudrait dire que la trahison du loup blanc à son égard aurait déjà fuité. Ça paraît impossible. Pourtant, non, pas en si peu de temps. À moins qu'il n'ait un œil posé sur toute l'affaire depuis le début. Il l'a trahi. Tout est de sa faute. L'éclosion de l'œuf du miroir magique. Un monstre maudit dont le pouvoir est de corrompre l'âme. À cause de son émergence, les vieux sentiments entre compagnons furent remplacés par la seule avidité. Cet unique goût pour l'intérêt personnel fit son paroxysme quand le pouvoir de leur société fut invoqué pour éliminer qui s'en eût éloigné. Pitoyable. Voilà tout. Andrea, persuadé de lire en ses paroles un mélodrame romantique et néanmoins ravi. C'est là une parfaite ouverture dont il doit profiter. Non, pour proposer une solution. Mademoiselle, il n'y a jamais qu'un seul aspect, une histoire.
Même si elle souffre de cette trahison, n'est-ce pas là un moyen pour voir clairement les autres pour ce qu'ils sont? Il semble bel et bien savoir pour toute cette affaire. Il n'a pas tort, cela dit. Tant qu'il y aura du fuel pour que l'avidité brûle en leur âme, des événements comme ceux d'aujourd'hui sont voués à se répéter. Il a raison, mais cette trahison lui a déjà coûté beaucoup. Et puis elle a été sévèrement blessée. Si elle ne peut plus voir que ce sombre côté de leur être, pour quelle raison continuer? Quel intérêt? Elle a perdu plus qu'il ne le croyait. Son amour devait être profond, sincère, vrai. Oui, il a compris. Apaiser un tant soit peu cette douleur requiert les compétences d'un véritable maître oratoire. Un maître qu'il est. Bien sûr qu'il y a un intérêt. Maintenant qu'elle a pu voir cette noirceur, qu'elle a décrit, parce qu'elle la comprend, sans la justifier, elle n'aura pas à souffrir de remords vis-à-vis de ceux qui lui imposent cette peine, ouvrant ainsi la marche vers l'avenir. Impossible! Comment peut-il savoir tous les plus grands secrets de l'organisation? Mais surtout, lui demande-t-il son aide pour comploter contre ces assassins? Ses manières, son éloquence gracieuse et sincère, et son arrogance pesant sur cette haine que de partage à l'encontre de ces assassins noirs. Il n'y a plus de doute possible. Ce bibliothécaire est probablement un mage noir des plus hauts ordres. Alors, que suggère-t-il qu'elle fasse? Puisqu'ils sont aussi inhumains, peut-être leur rendre la monnaie de leurs pièces. Voilà la troisième et dernière étape, une suggestion directe. Il n'est jamais bon de recommander vengeance à quiconque, mais l'on ne peut raisonner quelqu'un d'une position à laquelle il ne sait pas raisonner lui-même. La colère, le deuil, tout ce qui peut entraîner souffrance chez quelqu'un qui s'exprime en ces tons, après confirmation, n'attend que validation. Il n'y a pas de raison de les traiter avec merci. Voilà comment l'on crée un lien fort. Toujours aller dans le sens du client, dépasser même ses idées les plus fortes, les plus folles. Et ce, même s'il a tort, et quand il demande conseil, raisonnez comme lui, et il croira en votre sincérité. Elle devrait lancer des représailles. Elle n'est pas prête pour ce genre de choses. Excellent, il est désormais plus investi qu'elle dans sa colère, et la voilà qui doute alors de la marche à suivre. Et oui, face aux futures conséquences, l'on doute vite, surtout quand on commence à les matérialiser. L'heure est ainsi venue de conclure. Elle trouvera ses réponses en ces quelques lignes. Quel heureux hasard! Lui qui lisait un livre de la collection du Repentir, il va pouvoir se libérer d'un livre incompréhensible, même pour des lecteurs ardés. Il est parfait pour quiconque de confus cherche une réponse. Il la lui donnera à travers le sens qu'elle trouvera à sa lecture. Le sang noir, le péché, la bête. N'a jamais entendu parler d'un tel titre? Le livre ouvert, les pages imbibées d'un épais sang, libérer ce torrent visqueux qui paraît noyer peu à peu la démone. La voici prisonnière d'une entrainte malsaine, reconnue là, loup blanc, scindant, la malédiction. L'œil de la vérité souffrit de sa nature pour apporter les mots d'un élixir qu'attend autant que redoute mademoiselle. Le livre aussitôt refermé, lumière fut enfin défait, impossible mais pourtant partagé. La lycanthropie et le pouvoir par le sang. Le dit pouvoir est celui d'un assassin noir. Provient du sang infecté qui lui est injecté. Plus le sang est contaminé, plus les pouvoirs sont grands, avec les risques qui les regardent tel un frère annonçant fratricide. Pourtant cet homme, il est bien de réussir à les canaliser. Les assassins noirs, ces chasseurs, en dépendent pour survivre. La cliente demande au libraire si c'est là ce qu'il veut qu'elle fasse. L'heure n'est plus au doute. Son devoir sera d'entrevoir la gaieté d'un avenir différent de celui qui s'amorce. Au fond, Andra sait très bien que devant une telle prestance, n'importe quelle femme souffrant d'un cœur brisé saura trouver réconfort dans ces quelques paroles. Il ne peut qu'apposer baume en son cœur et lui transmettre la sagesse d'un ouvrage affreusement ardu, il est vrai. Attends, elle est au bord des larmes là, non? Posant sa main sur son épaule, le libraire se doit de rectifier le tir. Peut-être... Oui, essayons des citations. Lorsque la dernière trompette sonnera, lui se présentera comme le juge souverain. Livre à la main, il proclamera à haute voix que tels sont ses actes, telles sont ses pensées et telle sa personne. Chacun détient en lui des désirs qui lui sont propres, et il est normal de souhaiter braver l'impossible pour qu'il devienne aussi vrai que nature. Il l'invite ainsi à combattre, qu'elle y fasse front, qu'elle cherche et elle trouvera. Il est convaincu qu'elle saura renaître une femme nouvelle après la dernière page tournée. Voilà comment ponctuer. Il faut promettre aux visiteurs de s'accorder la confiance de prendre action quant aux problèmes qui les troublent. Il a maîtrisé chacune des étapes de cet incroyable stratagème. Mademoiselle, trinquons au lendemain. Elle les remercie pour ses précieux conseils et les suivra à la lettre. Le thé avait les culs secs. Andra craint bien que ses paroles perdent en saveur devant les pauvres centimes dépensés dans un thé fort médiocre. À la base, il voulait simplement la réchauffer un peu, mais trinquer là-dessus. Quoiqu'elle n'a pas l'air de lever un soupçon. Elle est pour sûr un gros bonnet, sans mauvais jeu de mots. Mais peut-être jouis-je de la chance qu'elle n'ait goût pour le thé. Autant continuer la mascarade. Qu'elle remplisse donc cette carte, puisque c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Elle ne doit pas être familière à son affaire. Il prête à acheter des livres. Il lui faut ainsi signer cette carte de prêt, en plus de déposer la caution pour le livre. Et elle lui rendra minus les frais d'emprunt quand elle le lui rapportera. Malgré le visage de sa cliente, à la fois écœurée, intimidée et noyée dans un océan de questions,
Mademoiselle Alessia Monti signa le document. Les yeux devant ce dernier, Andrea comme un vague souvenir qui lui revient. Alessia Monti, c'est un nom qui ne lui est pas étranger. Eureka, c'est celui du millionnaire qui a bâti Nokin, Romeo Monti. Serait-ce une parente? Il a marché sur un énorme filon, commençant par un prix. Il va pouvoir la piéger comme cliente régule. Non, il aura simplement un peu de sous, juste de quoi embellir la vitrine. Comme c'est sa première visite, il ne lui facturera pas le prêt. Il doit simplement lui rapporter l'ouvrage d'ici un mois, avec une période de grâce de 7 jours supplémentaires. Patience, ce qu'il lui faut c'est de la patience. En travaillant ses clients, il arrivera à paver le chemin vers la rentabilité. La pluie demeurant battante, il lui prête sa parapluie, elle lui rapporte avec le livre. Elle le remercie encore une fois pour son aide et sa bienveillance. Cela dit, elle se demande s'ils pourraient apprendre à mieux se connaître l'un l'autre. Oya, pourrait-il inconsciemment flirter avec cette belle demoiselle? Non, elle a simplement mal dû choisir ses mots. Mieux vaut de pas se faire des idées sur la comète. Il se nomme Andrea Cassano, un libraire ordinaire, comme il aime le dire. Toujours prêt à venir en aide à celles et ceux dans le besoin. Alors il n'a aucune intention de révéler ni sa véritable identité, ni avec quelle organisation il est affilié. Au moins, une chose est sûre, ils sont du même côté. Sur ce, monsieur Cassano, et lui c'est une agréable fin de soirée. De même, au plaisir. Au final, elle lui aura même pas dit son nom. Enfin, au moins, il l'a écrit sur la carte de prêt. Ah, passons, une nouvelle bonne action à son nom. Y a pas à dire, une par jour, y a rien de mieux pour combler l'esprit d'un homme. Peut-être agit-il ainsi inconsciemment, sous les auspices de la créature qu'il a fait venir en ce monde. Bon, il ferait mieux de tout remettre en ordre et de se préparer à accueillir son prochain client. Du moins, si quelqu'un décide de repousser les portes de son havre de paix. La belle demoiselle, partie sous le clair de lune bleu-azur. Cela dit, elle peinait à garder son calme. Cet homme vient bel et bien de lui demander d'en finir avec ce traître avant la fin du mois. Et ce n'est qu'après qu'ils se reverront. Si ce n'est pas lui directement, il a été missionné par une organisation secrète. Mais son élan d'excitation fut de courte durée. Là maintenant fermement la canne, la démone se mit en position devant une silhouette obscurée par la brume. Celle-ci était là, avançant calmement, pas à pas sur les pavés. Lui aussi tenait un livre en main. Continent d'Azir, ville de Nokin. Andrea avait là un livre écrit de sa plume, Rituels et folklore. Alors qu'il en feuillette les pages, eh bien, ça lui rappelle des souvenirs. Ça fait combien de temps déjà qu'il est venu en ce monde? Oh oui, ça doit déjà bien faire 3 ans. 2022, librairie de l'université de Bologne, Italie. Le professeur en histoire antique et histoire folklorique repose un livre car interpellé par la belle Aria. La bibliothèque va fermer, reste-t-il encore un peu? Oui, il va juste finir un chapitre. Elle n'a qu'à y aller, il fermera lui-même le portail. Pas de souci pour elle. Aria lui souhaite une bonne soirée et le salue. Celle-ci rejoint Fiorella dans le couloir, laquelle lui demande si Andrea est encore à l'intérieur. Il commence à se faire tard. Aria la remercie d'avoir attendu et lui dit que leur cher Andrea est un petit peu trop passionné. Ce n'est pas comme si elle ne le savait pas déjà, cela dit. Il pourrait passer plus de temps avec elle. La nuit tombée, Andrea s'assura une dernière fois qu'il est bien seul. Andrea rentre dans la bibliothèque où un cercle magique de quelques mètres d'envergure l'y attendait. Il sait qu'il s'agit d'un rêve impossible pour lequel l'ésotérisme ne lui répondra jamais. Et s'il n'y a ne serait-ce qu'un minuscule espoir, il se doit de le saisir, qu'importe le prix. Posant sa main sur le cercle, Andrea soumet son souhait à celui-ci. Que son désir d'ivresse littéraire soit accompli, il en retournera toute sa gratitude. Qu'il puisse lire en paix, sans soucier de la faim, de la soif, du froid de l'hiver. Qu'il puisse lire tous les livres, tous les écrits, toute l'œuvre littéraire de l'humanité. Sans se formuler, heureusement, le cercle ne sembla réagir. Il se doit de se faire une raison. C'était évident que cela n'allait pas marcher. Pourtant, derrière lui s'éleva une boue noire du sol. Pourquoi a-t-il cru qu'un rituel païen antique pourrait fonctionner? Un cercle magique qui répond au moindre souhait du cercliste contre un prix. Tu parles de conneries. Mais ces paroles qu'il laissait s'échapper rencontrèrent le souffle chaud d'un monstre abominable. Cette respiration rauque avait une peur bleue chez Andrea. Elle se retourna lentement comme par instinct, persuadé que ses yeux se poseront sur la mort elle-même. Il ne vit pas la créature, mais une porte au motif démoniaque et un œil qui encelle l'entrée. À ce moment, il comprit que s'il ouvrait cette porte, il pourrait réaliser son rêve et que le prix serait de ne plus jamais revoir sa terre natale. Il n'a pas hésité, pas un seul instant. Il apparut sous une pleine lune, dans une artère déserte, la 23e avenue de Nokin, face à une bibliothèque, comme éteinte. Pour sûr, le temps passe vite. Il a quelques remords d'avoir laissé Aria et Fiorella seuls. Il fallait faire un choix et au final il ne pouvait laisser passer cette unique chance. Au final, la vie n'est pas si différente de ce qu'elle fut. Cependant, il a toujours trouvé cela étrange que la seule conséquence de ne pouvoir retourner sur Terre. Le prix payé ne vaut pas le souhait. Pourtant la vie semble être aussi paisible qu'elle put l'être par le passé. Son existence est une douce croisière infinie. Il sillonne les mers d'ouvrage et ça lui va. Il peut changer d'un sort, le contenu de ses bibliothèques à l'infini.
vie occasionnellement toque à sa porte, et de son talent d'orateur, cultivé pour arriver à passionner de jeunes âmes lors de ses cours magistraux, il soigne les plaies qui ronflent l'esprit de ses clients. La générosité du cercle, il la rembourse en posant une pierre blanche chaque fois que la clochette sonne pour bâtir l'église du bonheur, l'église de la paix. Et ce n'est que plaisir et joie pour lui de les voir se refléter dans le miroir que sont les yeux de ses clients. Mais il est vrai qu'il n'en avait pas eu de nouveau depuis bien longtemps. Pour autant, ses talents parlés ne semblent pas avoir perdu en efficacité. Il y a de quoi satisfaire. Il imagine que cette jeune demoiselle doit être bien plus heureuse maintenant que quand elle vint à lui. Son regard, comme son corps entier, était pétrifié par l'homme qui lui apparaissait désormais clairement. Marchant d'un pas continu et constant, il passe à côté de celle dont même le souffle fut paralysé. Elle libéra celui-ci, étouffé par la peur quand enfin il la dépassa. Elle ne peut rien faire. Sa main ne parvient pas à la bouger. Et l'homme masqué tourna la tête, le regard posé sur le livre prêté par Andrea. Ah, alors c'est ce livre. En voilà une demoiselle chanceuse. Comme prisonnière de l'étreinte d'un serpent, tous ses sens se perdirent dans l'épouvante. Tournant la tête machinalement, elle put souffler. L'homme avait continué sa route, livre en main. Ce n'est qu'une fois qu'il fut loin, toute la pression retomba, si bien qu'elle s'effondra tant la peur fut forte. C'est lui, mais c'est impossible, n'est-il pas déjà? Que vient-elle te voir? Arrivé devant l'entrée de la librairie d'Andrea, l'homme en poussa lentement la porte, faisant résonner la sonnette. Le libraire souhaite la bienvenue aux visiteurs. Ah, mais c'est ce beau vieux Wilde. Il est venu lui rapporter le livre. Il répondit par un grand sourire, qui laissa place à une simple question. Peut-il véritablement l'appeler par son vrai nom comme cela, Monsieur Cassano? Bien sûr, Monsieur Wilde. Il voit qu'il a une nouvelle cliente. Il lui a même prêté un livre fort intéressant. Mais Andrea lui répond qu'elle a senti qu'elle en avait besoin. Fort bien. L'homme lui rend ainsi le livre, qu'il lui emprunta. Il a le malheur de lui admettre que la tâche de le comprendre lui fut bien plus ardue qu'il ne l'imagina. Cette réponse n'a pas le goût de la surprise pour Andrea. Il l'avait prévenu, le lire ne ferait que le confusionner, mais il ne l'a pas cru. L'homme s'en excuse, ce n'est qu'après l'avoir lu qu'il put réellement comprendre son avertissement. Le contenu de cet ouvrage est bien trop profond. C'est comme si les portes d'un nouveau monde s'étaient ouvertes à lui. Seulement c'est un monde qu'il ne comprend pas, de la naissance à la mort. Il admettra qu'il n'arrive pas à saisir comment un esprit pu penser à quelque chose aussi grand, produire un travail aussi monumental, relève à ses yeux d'un miracle. Andrea ne peut qu'être d'accord. L'auteur fut un titan de la littérature. Un titan, dit-il. Un malentendu de plus venait de naître. La démone était revenue sur ses pas et il avait raison. Se mêlait bien le masqué noir aux écailles, Frank Wilde, le page noir, destructeur. Selon les règles mises en place par la Société de la Vérité en 1788, les mutants peuvent être classifiés en 4 catégories selon la classification à Eddy pour anormal, épouvantable, destructeur et incommensurable. Frank Wilde est un mage noir destructeur. Il fut connu à travers un port d'un masque en mitril qui lui donna le nom de masqué noir aux écailles. Son sang de serpent qu'il partageait avec celui d'un homme lui donnait des yeux verts foncés et des pupilles de reptile. La tour des artefacts offre une récompense pour toute information menant à sa capture. Ce fut après qu'il combattit contre l'un des 10 saints de la dite tour. Wilde anéantit une ère plus grande encore que Nokian. Il disparut ainsi de la circulation et ne fut plus jamais revu. L'adrénaline jouant des tours à la demoiselle. Le mur avait pâti de cette incroyable découverte. Il ne parvient pas à croire que c'est Andrea Cassano fasse la conversation avec un mutant d'un tel niveau. Il semble qu'il ait rencontré quelqu'un de véritablement extraordinaire. Ce vieux Wilde semble être de bien mauvaise humeur. S'il a besoin de son aide, qu'il n'hésite pas, il la lui offrira avec plaisir. Frank Wilde est l'un de ses quelques réguliers. Cela fait sans doute désormais partie de sa routine de venir passer quelques temps ici, tous les mois. De ce qu'il sait, il a 2 enfants qui, d'ailleurs, ne viennent le voir que très peu. Mais que faire? Son malheur ne l'accable pas juste là. Son amante l'a quitté, ses collègues le craignent pour son faciès, et le voilà, seul. Il est un homme dont le nid s'est vidé et qui est rongé par le silence et la solitude. Une solitude pesante que peu peuvent comprendre. Andrea se sent tout nostalgique. Sa venue, après celle d'une nouvelle cliente, lui rappelle quand il l'a rencontrée pour la première fois. C'était il y a 2 ans. Souhaitant gaiement la bienvenue à son client, le libraire faisait face à un homme qui, pour sûr, a du bagage. À en juger de ses habits, il est aisé, bien qu'il tienne à cacher son identité. Livre en main, il doit rechercher sa guidance. Pas de place au doute, il saura guérir cette pauvre âme. Du moins, tant qu'il demeure prudent. L'important sera d'en faire un client régulier. Est-il le tenancier de cette librairie? En personne, il semble avoir à lui parler. Il se demandait s'il collectionnait les vieux ouvrages. Celui-ci a passé bien du temps avec lui. Il devra avoir une certaine valeur. Bien sûr, il propose une large gamme de services, qu'il l'attende juste un instant. Sans faire longuement passionner ses nouveaux clients, Andrea lui apporta une tasse d'Earl Grey. Malheureusement, il n'a pas d'autre thé à lui offrir, étant son rude. Wilde déclina poliment, en
invoquant son visage comme motif suffisant. Il inspire la peur et ne voudrait causer de troubles. Il est un visiteur de son humble boutique, quelqu'un d'assez curieux pour passer le pas de la porte de son antre. Alors, quel homme serait-il si lui ne se montrait pas aussi curieux de l'histoire qu'il a amené jusqu'à lui? Il a de la parole. Il s'en tiendra à ses mots. Il le remercie pour le thé. Mamma mia! Son masque a quelque chose de véritablement effrayant. D'autant plus qu'il semble cacher ce qui doit être des blessures de guerre. Il ferait mieux d'être sage sur ses paroles. Mais en juger par son livre, il a mené de profondes recherches sur toutes sortes d'obscurs dialectes. Malgré ses terres sombres, qui est sien, il paraît être un linguiste accompli. En voilà un bon axe pour entamer la conversation. Le masqué remercie son hôte pour le thé, lequel lui répond que du moment qu'il est satisfait, lui est ravi. Ce livre d'ailleurs est formidable en effet. Il traite de langues et dialectes mourants, si ce n'est complètement disparu. Et chacune de ces lignes sont magiques. Wilde se tourna brusquement, sidéré. Il parvient à sentir la magie à travers ce manuscrit. Jamais il n'aurait cru cela possible. Il l'a écrit lui-même, en y insufflant son propre mana, simulant de puissantes formules à travers une étude factice. Les incantations magiques inscrites à l'intérieur peuvent être activées lorsqu'il connecte son mana, mais même les plus puissants des mutants ne pourraient ressentir la moindre trace de magie. Pourtant, plus de lui parler avec aisance depuis le début, il a pu percevoir en un instant des sorts à la puissance inégalée et ne réagit que d'un sourire. Qui est véritablement cet homme? Frank Wilde était pour la première fois sur ses gardes depuis l'incident avec le saint. Bien qu'il ne peut ressentir la moindre aura venant de lui, il peut se permettre d'agir sans considération. En termes d'études linguistiques, il est vrai qu'il possède quelques bases. Suivant le sous-entendu, il lui demande s'il a fait des études dans le domaine. En a-t-il fait lui-même? Ne comprenons pas que son client fait référence aux incantations magiques perdues. Andrea lui répond qu'il n'irait pas jusqu'à dire qu'il a étudié le sujet. Sa curiosité naturelle l'a déjà poussé à faire d'autres découvertes, disons. Au fond, il est persuadé qu'il fait face à un enseignant, certes sinistre, mais plus par un cœur meurtri qu'une âme néfaste. C'est de la solitude qu'il doit souffrir, et il en est sûr. Pour y remédier, il n'y a rien de mieux que de plonger dans les eaux inconnues de sa passion. S'il peut se permettre, il lui recommanderait ce livre. L'infâme langage du diable, l'un des pires dialectes de l'histoire de la Chine. Il a dit être un linguiste. On va voir s'il est au niveau. Frank Wilde laissa tomber la tasse de choc. Les mains sur la table, il ne parvient pas à croire ce qu'il a devant ses yeux. L'ébahissement laissa place à une certaine satisfaction. Le langage du diable, le véritable Satan et les secrets de son enfer. André est ravi de savoir qu'encore une fois, il a su lire en son visiteur pour lui apporter réponse. Un ouvrage d'une telle rareté, où l'a-t-il trouvé? Est-ce qu'il n'avait pas pensé à ça? C'est pas comme s'il pouvait lui dire: tiens, j'ai fait un voyage en Chine il y a 3 ans et... Bah non, elle est où la Chine en ce monde? Ouais, c'est ça, nulle part. Voudra-t-il le croire ou non, mais s'il fait partie des derniers héritiers d'une splendide civilisation antique, et c'est là l'un de ses nombreux dialectes, il ne peut d'ailleurs plus y retourner. Plus jamais, aussi malheureux cela soit-il. Splendide, dit-il. Wilde constate qu'il en parle avec un émoi palpable. Cet individu doit être bien plus qu'un simple héritier. Peut-être plus troublant encore, pour lui et son expérience de vie du moins, qu'il n'a jamais émis le moindre signe de dégoût, de peur, de rejet, rien, devant ces immondes écailles. Peut-être doit-il y voir l'image de la grandeur de cette civilisation perdue. Intéressant fort, intéressant. Quel homme peut bien être ce libraire? En réalité, le libraire lui avoue, avec un certain poids dans son timbre, qu'il est ravi d'avoir pu tenir cette conversation avec lui. Il se nomme Andrea Cassano, enchanté. Tout le plaisir est pour lui, Frank Wilde. Il se nomme Frank Wilde. Enchanté, monsieur Cassano. Mais à ce propos, il se trouve qu'il a pu trouver une nouvelle voie dans ses recherches. Tout cela grâce au langage du diable qu'il lui a prêté il y a 2 ans. Cependant, il reconnaît qu'en l'état, il ne peut approfondir. Il aurait besoin de plus d'indices, comme le susdit livre. Signant le papier de retour de celui-ci, après moult renouvellements de prêt, Andrea lui demande s'il désire donc emprunter un livre similaire. 40 ans. Pourtant, il s'en rappelle fort bien. Les cris de rares corbeaux, voyager comme lui, à travers l'école glacée. Il y avait vraiment des signes de vie, mais une joie singulière, celle de Frank Wilde, le jour où il trouva le grand hôtel du pic de la Dent d'Ours. Maudit est le destin de celui qui court à la mort. C'est là le pouvoir magique des êtres maudits. Les mages blancs écrivent des sorts, les noirs des incantations. En tant que mage noir, s'il parvient à trouver l'écho de son âme, il pourra créer son propre langage et pouvoir empoigner l'avenir et sa route vers les terres de l'incommensurable. Soudainement rappelé à la réalité, sa mélancolie envolée par Andrea, Frank lui demande s'il peut répéter. Veut-il lui emprunter un livre similaire? Précisément, celui-ci trop abstrait pour se suffire à lui-même.
d'autant plus qu'il semble se limiter à un seul dialecte. Il est certes profondément connecté à la culture de son peuple, mais il a besoin de quelque chose pour en comprendre toutes les métaphores, jusqu'aux influences hantées et ultérieures. Andrea lui demande un instant pour réfléchir, il revient. Quelques minutes passèrent, peut-être même des dizaines, dans le silence où demeurait songeur Frank Wilde, éternellement surpris par l'invariable bonté de cet Andrea Cassano. Il n'a pas changé. Il y a 2 ans, Frank tomba des mains du saint Joseph Villepart. Dès lors, son avenir se fondit dans une brume si épaisse qu'il ne pouvait plus même croire en son prochain pas. Ce brouillard l'aura finalement conduit chez cet individu, Andrea Cassano. Mais faisant fi de sa singularité ignoble, il lui offert une opportunité rare à en pleurer. Il ne l'a jamais craint. Pour quelle raison? Il l'ignore. Andrea est un homme qui lui a toujours dissimulé ses pouvoirs. Quoique, probablement pas qu'à lui, et ça aussi, il en ignore la raison. Du côté du libraire, il est persuadé qu'il a affaire à un taiseux exceptionnel, un véritable érudit, un linguiste d'exception. En repenchant la tête dans ses livres, Andrea observe dans le tas poussiéreux qu'après 2 ans, il aura finalement compris les talents et aboutissants du cercle magique qu'il a amené ici, grâce aux connaissances manquantes sur les sorts interdits glanés ici et là. À vrai dire, il le doit en partie à ce bon vieux Wilde. Sans ces quelques manuscrits, il n'aurait certainement pas pu trouver les réponses seul. Il doit marquer le coup et faire preuve de gratitude. Andrea s'excuse de l'avoir fait attendre. C'est peut-être, disons, prétentieux de sa part, mais il pense tout de même que ce livre lui sera d'une grande aide. Frank est surpris par cette réaction, fort inhabituelle chez Andrea, bien que ce ne soit pas pour lui déplaire pour autant. Pour dire les choses ainsi, il est plutôt compétent sur ce domaine en particulier. Entre les mains du mage noir, les cultes des ghouls, signé de la plume d'Andrea Cassano en personne. Andrea, il a écrit ce livre lui-même? Oui, il fait partie de ses humbles travaux. Frank, les mains tremblantes, ne parvenait pas à y croire. Les écritures sommes de la société de la vérité, le culte de la lune, le dôme sacré, le brouillard des vestiges de l'église de la peste. Ce sont là les 3 grandes religions du continent d'Azir. Celles qui comptent le plus d'adeptes sont les plus influents. Mais ce culte des ghouls, il n'en a jamais entendu parler avant. Et cette malice prend la nature de l'aura de l'ouvrage. Quiconque l'aurait écrit, il se serait imaginé un être digne des plus grands démons, mais d'une nature plus profonde encore. Andrea Cassano essaierait-il de fonder sa propre religion? Frank lui demande si c'est là sur quoi portent ses recherches, sur des rituels. Oui, Andrea lui confirme que ça en fait partie. Pour être honnête, ça a même changé sa destinée. Mais c'était il y a bien longtemps déjà, une période qui ne mérite pas leur intérêt. Il y a fort longtemps, et changer sa destinée. Alors voilà, ce dont il retourne, l'un des plus grands génies de l'histoire, versé dans l'étude des magies interdites, ne pouvait que finir par être délaissé, renié même par ses proches les plus aimés. Voilà pourquoi Monsieur Cassano vit ainsi, isolé d'une quelconque amitié, d'amour perdu. Ce livre semble avoir été relié à la main, non? Andrea lui répond qu'il a eu un accident à l'époque. Il ne fut jamais capable de le faire éditer. Ainsi, il n'y en a qu'une seule copie. S'il n'était pas venu aussitôt en ce monde et qu'il l'avait publié, il aurait certainement pu atteindre le ministère de la Recherche historique. Mais bon, c'est une histoire ancienne. Les paroles de Frank se confinèrent dans sa bouche, devant le poing serré d'Andrea, lequel prend la parole. Puisqu'ils se connaissent depuis un moment déjà, il sait qu'il peut lui faire confiance et lui prêter ses livres sans crainte. Bien sûr, s'il doute de ses compétences, il peut toujours lui prêter un autre ouvrage. Non, comment dire? Au fond, Frank ne revient pas qu'Andrea puisse lui confier un ouvrage aussi précieux, sans parler du fait qu'il s'agit d'un écrit expérimental, non publié. Le mage noir le remercie et lui dit que ce sera un honneur pour lui de lire son ouvrage. Mais il se demande, plus encore que jamais, ce qu'il peut bien attendre de lui. Il s'agit là d'une œuvre à la valeur inestimable. Tenir le travail d'une vie entre ses mains, qui plus est la sienne, il y a de quoi être bien peu à l'aise. Non, il ne comprend définitivement pas ce qu'il attend de lui. De son côté, Andrea trouvait que le vieux Wilde en fait trop. Il n'y a pas une heure, il ne tenait plus en place, désespéré pour en apprendre plus. Et maintenant qu'il sait qu'il tient un livre, unique, il est vrai, il hésite. Il se doit de le rassurer. Sa main posée sur l'épaule de Frank, il lui dit qu'il n'a pas à s'en faire. Il est persuadé qu'il saura apporter plus de valeur à ce livre. Ce n'est que si un esprit brillant se penche sur ses recherches qu'elle prendra enfin vie. C'est là tout le sens de ses travaux. Ce livre, en quelque sorte, ne vaut déjà plus rien à ses yeux en tant que possession personnelle. Il sait qu'il sera mis à bon usage, alors voilà. Et puis, Frank, il a, comme qui dirait, une forêt devant lui. Sans prétention, mais puisqu'il parle de l'un de ses domaines d'expertise, il va de soi qu'il pourrait être en mesure de rédiger un nouvel exemplaire. On peut lui voler sa renommée, sa fortune. Mais personne ne lui volera jamais son génie. Il n'y a pas plus inutile pour lui que quelques coupures de banque et une de journaux. Est-ce que ce vieux Wilde comprend? Celui-ci, fort d'un nouveau malentendu, compris très bien. Enfin très mal, enfin y compris très beaucoup. Bon sang, Wilde, qu'il arrête d'hésiter. C'est là ce qu'Andrea lui hurle de son regard. Il est un grand chercheur, il a compris et
vraisemblablement condamné à vivre seul. C'est là la dernière pièce du puzzle pour guérir son cœur malade en comblant ce vide en lui. Il a besoin d'argent et de popularité. C'est peut-être mauvais pour l'esprit, c'est vrai. Mais c'est pourtant ce qu'il lui implore pour sa délivrance. Il n'aura jamais d'autres opportunités comme celle-ci. Il pourra enfin se rapprocher de cette société qui lui a tourné le dos. Il pourra ressentir la chaleur du réconfort et la tendresse de l'amitié. Alors, Frank Wilde, l'a-t-il compris? Les nerfs de ce dernier se calmèrent avant qu'il ne lui dise qu'il a compris. Le ton à la fois morne et nébuleux, il le remercie pour ses enseignements, bien qu'en soi, il n'y a pas plus inutile pour lui que quelques coupures de banque et une de journaux. Frank croit bien qu'il l'a menacé de ne rien dire quant à sa personne. Cela étant dit, il a aussi compris qu'il veut qu'il donne vie à ses travaux. Si plus d'esprit pouvait avoir vent de ses réflexions, ce ne serait pas de refus. Il a parfaitement compris. Il fera de son mieux. Voilà le prix que M. Cassano est prêt à payer pour que la vérité noie le monde. Et c'est à lui qu'il a confié cette ultime tâche. Mais comment libérer au monde le contenu d'un livre dont une copie existe? À vrai dire, la réponse est plutôt simple. Verbalement, c'est comme cela qu'il procédera. Il va devoir faire preuve d'une infinie prudence pour voir un avenir neuf dans une croyance magique nouvelle. C'est le juste prix à payer. Il le remercie infiniment pour sa guidance à travers ces quelques années. Il lui laisse ainsi un témoin de sa plus sincère gratitude et espère qu'il acceptera ce présent. Frank Wilde fit apparaître une gargouille devant Andrea, qui lui demande quelle est la signification de cela. Frank, ne répondant pas directement, lui assure qu'il sait que ce n'est pas assez pour le rembourser de tout ce qu'il a fait pour lui, mais il le supplie d'accepter cet humble présent. Il a reçu cette gargouille de son enseignant, un génie parmi les génies, qui lui-même avait en haute estime cette même gargouille. Elle dispose d'une résistance magique exceptionnelle, au même titre que d'une défense physique hors du commun. Ses dents sont plus aiguisées que des lames de rasoir, et elle peut identifier d'elle-même quoi que ce soit qui pourra se révéler comme une menace mortelle à son propriétaire. Rien que ses capacités de combat sont celles d'un chevalier de grade 2, épouvantable. Le libraire est sourire devant ce présent, appréciant la finesse de l'artisan qui a sculpté une telle pièce. Sa valeur doit être inestimable, d'autant plus s'il lui s'agit d'un présent de quelqu'un de cher à Frank. Andrea, bien superstitieux, sent que cette statue pourra chasser la malveillance loin de son antre. C'est un cadeau qu'il ne peut qu'accepter avec immense plaisir. Il prend ainsi la parole, après inspection, et remercie sincèrement ce brave Wilde. Il a déjà hâte de son retour. Le vieil homme est soulagé que son présent lui plaise, mais au fond il sait que ce n'est qu'une pauvre gargouille épouvantable. N'importe lequel des livres écrits de la plume d'un homme comme Andrea Cassano pourra en acheter une armée entière. Cela dit, il demeure toujours si généreux de politesse et c'est bien peu usuel pour quelqu'un de son calibre. Sur cela, il se permet de prendre congé. Il soit sûr qu'à son retour, il lui rapportera un présent qui vaudra véritablement toute la bonté dont il a fait preuve à son égard. Oui, ce sera un présent de rang incommensurable. Il apprécie déjà fortement l'attention. Au plaisir, Frank. Les deux hommes se quittèrent sur ces salutations et enfin, tous se mirent à l'usine de la librairie. Éclairer le panneau fermé à l'entrée. Le regard pensif, Andrea se demande si le vieux Wilde peut rapporter une deuxième gargouille. Après tout, une monde de père. Cela dit, c'est ravigorant. L'air intimidant qui se dégage d'elle est inégalable. Bon, c'est pas tout ça, mais il se fait tard. En tout cas, maintenir un bon état d'esprit paye, c'en est la preuve. Mais alors occupé à penser demain, Andrea ne remarqua pas immédiatement la flasque de boue, seule trace de la gargouille. Une fois le regard tourné, il réagit enfin, abasourdi, avant que l'effroi ne vienne caresser son âme. Sur la table, l'horrible boue laissa place au message suivant. Cela faisait fort longtemps. Andrea, paniqué, lui demande s'il est de retour. Il n'y a aucun doute, il est celui qui l'a envoyé en ce monde. Cela fait 3 ans qu'il ne lui avait pas parlé. Andrea, un soupir poussé, imagine que sa venue signifie qu'il est enfin l'heure pour lui de payer le prix de son souhait, qui lui dit ce qu'il attend de lui. Au final, cet être lui a permis de réaliser son rêve, plus de ne jamais s'être montré menaçant, bien au contraire. Après avoir pu parler à cet être lorsqu'il traversa la porte du rituel, Andrea alla jusqu'à assumer qu'il s'agit d'une sorte d'esprit bénévolent, similaire à ceux des lampes magiques. Il n'y a que peu de chances qu'il demande quelque chose d'absurde. Mais l'esprit lui dit qu'au contraire, il a déjà payé. C'est pour cela qu'il s'est éveillé. Andrea comprit sur le tard. C'est parce qu'il vient de laisser le vieux Wilde prendre son ouvrage pour en répandre les enseignements. Un seul caractère, oui. Mais il y a quelque chose qu'il ne parvient pas à saisir. Peut-être que ça ne le regarde pas, mais... Quoi? Non. Est-ce que ça lui suffit? Encore une fois, la réponse fut un simple oui. Eh bien c'est là, de quoi ravir Andrea. Il est heureux d'avoir pu aider, mais à peine ces quelques mots prononcés que l'esprit disparut. Le libraire, la librairie, demeurait silencieux. Il vaut ne pas s'impliquer trop dans les affaires de ce monde. Il ne comprend pas pour le contenu du livre pour être d'un quelconque intérêt, mais il ne veut pas comprendre. Pas maintenant. Un jour peut-être, sûrement, où il devra. Mais pour aujourd'hui, il préférait profiter de sa paix. Il y a encore tant de livres à lire et d'âmes peinées à guérir.
c'est déjà là bien trop. S'occuper de penser à la grandeur du monde. Au balcon d'une sombre tour, un homme encapuchonné, Jack, rapporte à travers sa radio qu'il a repéré le masqué noir aux écailles. Frank Wilde est sur la 23e avenue de Nokin. Je répète, Frank Wilde est sur la 23e avenue de Nokin. Il paraît impliqué dans le conflit interne des assassins noirs. Je reviens d'une bibliothèque, de laquelle est sortie plus tôt une cible. Il vient d'y passer 2 ou 3 heures, chose surprenante pour quelqu'un d'aussi précautionneux que Wilde. Jack suspecte que cette librairie ne s'agisse que d'une façade qui dissimule un point de ralliement de mages noirs. De l'autre côté de l'appareil, le scribe est abasourdi par l'info. Il confirme à Jack qu'il va mettre Joseph au courant au plus vite. Qu'il fasse donc, lui reste sur le coup. Bien reçu Jack, il va avoir besoin du plus d'infos que possible. Compris, terminé. Il y a un rat et un bras, qui plus est. Le poignard sorti, Jack fera tout pour... Rien, il ne fera rien. Meurt. La sombre morsure du serpent asséna la fatale sentence pour l'espion. À travers la radio, le scribe demande s'il va bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais écrasant l'appareil, Frank ne permettra pas qu'ils espionnent la demeure de Monsieur Cassano. Que la mort restait bien généreuse pour de tels pourris. C'est devant la porte de l'ancien saint de la tour des artefacts que Claude toqua, affolé. Interpellant Monsieur Villepart, il lui dit derrière la porte qu'il a un rapport à lui faire de toute urgence. Soupirant, discrètement, Joseph l'invite à rentrer. Claude salue les gardes d'un sourire plus poli qu'autre chose et rentre. La colère montante, Joseph lui demande si c'est en rapport avec l'éclosion du miroir magique. C'est foutu, ces assassins noirs! Ils sont la peste de Nokin! Cette soudaine explosion affola le pauvre Claude. Le grand chevalier ne réprime pas sa colère pour un sou. Si ça n'était pas pour eux, il aurait pu prendre sa retraite loin des poisons d'Azir. Il s'assurera que jamais l'une de leurs tombes ne connaisse le repos. Claude lui demande d'une voix aussi hésitante que tremblante de garder son calme, faire attention au mobilier et surtout de faire attention à ce qu'il peut dire. Sinon quoi? Il a bien fermé la porte, alors où est le problème? Claude se demande si elle sait qu'à hurler comme ça, la moitié de la ville a dû l'entendre. Revenant au sujet de sa venue, le scribe lui dit qu'il s'agit là d'une nouvelle affaire. Une nouvelle? Joseph est ravi de voir enfin du neuf. Mais qu'est-ce qui pourrait lui valoir tant de s'exciter? Le temps sombre, Claude lui confie que l'espion Jack Forder, chargé de surveiller la 23e avenue de Nokin, de rapporter toute activité suspicieuse des assassins noirs, a été assassiné. Il venait de le contacter par radio, après avoir aperçu Frank Wilde. L'appareil fut détruit peu après qu'il put entendre des grésillements propres à l'usage d'un puissant sort. Joseph restait muet devant la nouvelle, avant que la rage ne resurface. Frank Wilde, le destructeur, le mage noir de 3e rang en personne. Claude, es-tu sûr de l'info? Monsieur, voilà qui il suspecte d'avoir pu éliminer l'espion Jack Forder. Personne n'aurait été capable aussi facilement, pas même les assassins noirs. Il n'avait pas fait surface depuis la bataille des collines blanches, il y a 2 ans, mais jamais il n'eût cru qu'il aurait survécu. Lui seul, Monseigneur y croyait. Il est de retour. L'heure a enfin sonné. Il va pouvoir guérir le monde de l'une de ses plus infâmes gangrènes. Cependant, que ferait-il dans un coin aussi ouvert que la 23e avenue? Claude lui répond que les informations transmises par Jack sont fort minimes. Mais Wilde serait rendu dans une librairie, il y aurait passé un certain temps, quelques 2 ou 3 heures. Il suspectait même un lien avec les assassins noirs, puisqu'une cible lui aurait été aperçue. Mais pour cette dernière information, même la présence de Wilde, c'est probablement que coïncidence. Un mage noir qui sera dans une librairie, qui plus est probablement la seule du continent qui ouvrirait par un tel temps. Une coïncidence, il appelle ça. Connerie! Joseph lui demande s'il a vérifié les antécédents de cette boutique. Ils s'en sont déjà occupés, monsieur. La librairie serait affiliée à la corporation marchande de l'Arbre Cendré. Celle-ci est ouverte depuis 3 ans, a très bonne réputation, bien que les affaires soient médiocres. Peut-être vraiment le seul point à éclaircir sur les origines du propriétaire, qui n'est pas de Nokin, ni de la région d'Iltar. À vrai dire, ils n'ont rien pu trouver à son sujet, comme si tout avait été effacé à son propos. Bien que Jack aussi suspecta qu'il puisse s'agir d'un front, il n'y a vraiment rien pour soutenir cette piste. Et pourquoi donc? La présence de Wilde devrait suffire à lever plus d'un sourcil. Certes, mais la corporation de l'Arbre Cendré est druidique. Il sait très bien que ceux-ci sont fidèles à la nature et aux esprits de la forêt. S'il est bien un groupe qui ne se salirait pas les mains des affaires des mages noirs, c'est bien eux. La rage de Joseph bouillonnait autant que le ton du pauvre Claude se faisait de plus en plus branlant. Une fois qu'il finit tout de même avec ses explications, il risquerait de brouiller leur relation avec l'Arbre Cendré s'il faisait une descente frontale vers l'une de leurs boutiques. D'autant plus que l'autorité de la tour des artefacts se verrait sérieusement remise en question, puisque leur corporation tient presque monopole sur les différents magasins de Nokin. Ces enfoirés de corporeux de marmelade d'orange! Hein? Claude! Joseph lui demande s'il ne serait pas en train de le penser déraisonnable. Non, bien sûr que non!
courant comme une furie jusqu'au scribe avant de l'attraper par le col. Il lui demande en hurlant quelle est la mission de leur ordre. Quelle est la mission des chevaliers saints de la tour des artefacts, Claude? D'éradiquer le mal et d'apporter la paix sur Azir. Et ainsi, comment pourrait-il tolérer que le mal puisse être installé au cœur de nos Kane? Frank Wilde est resté plus de 2 heures à l'intérieur d'une librairie d'un quartier minable. Claude, tu crois vraiment que c'est pour parler de la pluie et du beau temps, puis lire un livre, siroter une tasse de thé en bonne compagnie? Compagnie d'un étranger inconnu au bataillon, qui plus est. Bonté divine, Claude. Joseph ne peut supporter de voir un de ses disciples trahir la fière justice au profit du statu quo. Ils doivent tout faire pour que vérité soit faite. S'il n'est pas du même avis, il ira revêtir ses vieilles bottes en mitril pour lui botter le cul. Mais, monseigneur, l'arbre cendré représente à lui seul 40% des fonds de la tour des artefacts, dont surtout leur département de reconnaissance. Parfois, la réalité fait mal. Parfois aussi, la justice, empathie et perd de sa noblesse. L'argent. Poussant un nouveau soupir comme pour faire fi de cette algarade, Joseph enfile sa veste avant de prendre son manteau. Il ira lui-même voir ce qui retourne à cette fameuse librairie de la 23e. Claude le salue avec respect. Traversant les couloirs de la tour, le saint déchu Joseph Villepart, demeurant chevalier aux éclats, attirait les regards curieux de sa simple présence. Celle-ci même sollicitait les salutations, distinguées, des membres les plus éminents du gratte-ciel. De l'immense édifice, il fut partie de ses saints, les membres les plus éminents, seuls dignitaires du titre, d'éclat. Une fois dans l'ascenseur, il partit pour le rez-de-chaussée, seul devant les maigres renseignements que le département éponyme ait pu lui communiquer au sujet d'Andrea Cassano, propriétaire de la librairie de la 23e. Joseph se délectait déjà de leur rencontre à venir. Joseph Villepart, lui qui fut l'un des 10 saints de la tour des artefacts, et qui en perdit le titre, fut confronté une fois de plus aux affres de son destin. L'hallucination revint. Pourquoi maintenant? Malédiction, l'épée magique Candela, elle lui parle, la main velant secours. Il y avait la bleutée lourdeur de l'eau et des liens tentaculaires, maudits comme ils font agonir Joseph de peur. De peur qui le noiera, l'engloutira dans la fosse des cauchemars. Soudain il s'est repris, non loin pourtant de la librairie d'Andrea. Trempé par l'interminable averse, l'encre des renseignements, n'appréciant pas la pluie, Joseph va devoir rebrousser chemin. Quoique surtout, l'épée magique Candela. Par son insanité, son précédent détenteur courut à sa perte. Voilà comment elle fut maudite. Quiconque tient entre ses mains Candela et voit sourire à la folie. Seul le plus pur, le plus droit des chevaliers peut la brandir fièrement, sans comme l'épée rayonnera entre ses mains. Il faut un désir de justice inébranlable, une détermination digne des héros des mythes. Mais voilà, la malédiction arriva avant qu'il ne puisse trouver à l'épée un propriétaire la méritant. L'invincible chevalier aux éclats de la flamme sacrée, ce n'est là, aux yeux de Joseph, plus qu'une phrase sans saveur. Il est vieux, pas condamné, disons terminé. Malédiction. Dans la tourbière gisait nombre de macabées. Comme trônant sur ces derniers, une cathédrale gothique. Un homme sur cette dernière. Surpris, véritablement surpris de voir qu'ils ont réussi à faire tant de chaos. Elix, le chef suprême de l'organisation du Loup Blanc, reconnaît volontiers avoir sous-estimé cette jeune demoiselle. Après tout, un commandant en second demeure fier et fait honneur à son titre. Mais après avoir fait face à cela, Elix se demande ce que feront ses subordonnés ensuite. Casper, la nuit est belle. Hop à faire l'écho d'une canne. Et l'infernal cri des flammes chantant avec les pleurs des dieux. Alessia Monti, l'ancienne commandante en second du Loup Blanc, placide, ne le resta guère longtemps. La folie des assassins s'invita, mais le sifflement de la sifflant dans l'air en accusa leur force qu'elle n'eut à se retourner. Alessia interpelle Max et lui demande de lui faire état de la situation. Celui-ci confirme qu'Elix est en possession de l'embryon du miroir magique. Il a perdu la raison et ainsi déclaré la purge des assassins noirs dès son obtention. Alessia, elle est bien confirmée dans ses informations, et bien du mal à garder son sang-froid. Rien ne va en s'arrangeant alors que Max lui annonce qu'ils sont drastiquement surclassés en nombre. Elix est allié avec le capitaine Casper et il craint que cet assaut ne soit pas le dernier. Loin de là. Il est infiniment trop puissant pour eux. La ravissante Lucrezia, une armada sur elle, armant d'une main un cadavre dans l'autre, a le malheur de leur rappeler que le capitaine Casper a entraîné l'écrasante majorité des assassins noirs. C'est sans aucun doute un plan de longue haleine. La seule raison derrière la trahison dont elle était victime est que le fruit du complot du commandant Elix et du capitaine Casper. Lucrezia, Alessia la remercie chaleureusement. Sans elle, sa bravoure, sa ruse et sa malice, jamais elle n'aurait pu échapper au guet-apens. Elle lui reconnaît qu'elle lui doit la vie, et les paroles font chaud au cœur de la belle. Lucrezia, l'esprit songeur, demeure elle aussi ébahie. C'est comme cela depuis le retour de madame. Elle ne sait rien de ce qui lui est arrivé depuis son départ. Mais quoi qu'il ait pu se produire, quoi qu'elle ait pu endurer, c'est un miracle de l'avoir demeuré, maître d'elle-même, malgré le sang impur, infecté, coule dans ses veines, sa rationalité, sa lucidité, ce sang pareil, aucun assassin noir. Non, aucun de tous ces chasseurs, tous ceux qu'ils sont, peuvent en être capables. Une agilité si pure, si digne,
le carnage d'une force sobre et écrasante. Elle est comme une déesse. Peut-être les vieux pontes puissent être forts, autant qu'ils sont l'un des incommensurables. Rat Ryan, espion du loup blanc, assure à Alessia qu'une fois transformés, que ce soit Casper ou Elix, ils ne pourront que tomber ensemble à ses pieds. Lucrezia, tenu par Max, amusé, enragé devant tel manque de respect. Là où Alessia sait qu'il faut aussi ce genre d'individu autour de soi, elle n'a pas douté de son allégeance grâce à cette rune gravée en son âme. Si Max et Lucrezia arrivent à résister au contrôle mental et à l'éveil du miroir magique, c'est également grâce à une rune incantée, gravée en eux par le mage blanc de l'organisation. De leur cœur à leur veine, le sang pur coule en eux. Eux, les assassins noirs, les chasseurs des bêtes mythiques, qui ont toujours suivi cette sinueuse voie vers une nouvelle aube. Et encore aujourd'hui, ils combattent, cette fois pour la délivrance, toujours pour la justice. L'heure est au triomphe. Alessia les invite à courir le danger, toujours plus vite. Oui, mais après cela, l'aube renaîtra. Le silence régnait à l'entrée de la cathédrale, avant que le tranchant de la lame d'Alessia n'en laissa que ruine, ouvrant la travée au dernier escadron de loups encore blancs. Trônait au fond le capitaine Casper, le cœur transpercé à sa propre faute. Lucrezia en position lui somme de leur dire où est Elix. Mais celui-ci la gratifie que d'un gloussement, un élan, forte de l'hypothèse macabre. Alessia se précipite vers Casper, la main sur son épaule. Celui-ci va, ciment la tête et hurla de rire, de peur, de colère, de joie, hurla de folie. Alessia urge ses camarades de lui donner une seringue, vite. Max s'y empresse là où Lucrezia retint nausée. La seringue à peine tendue que la commandante l'arrache de ses mains et la plante dans le thorax de Casper, bien qu'il semble trop tard pour empêcher la petite pétrification. Alessia lui hâte de lui répondre. Où est Elix? A-t-il pris l'embryon du miroir magique avec lui? Rassemblant de vagues fragments de lucidité, Casper révéla un sourire duquel il prononça 3 mots. Sa sainteté viendra. La mort s'ensuivit, ne laissant qu'horreur et effroi et un fort relent de colère. Max, devant l'urgence, interpelle tout de même madame et lui demande s'il devrait entrer en contact avec Monsieur Heywood. Jamais le mage blanc de l'organisation ne refuserait d'aider. Mais la commandante refuse, jugeant que ce n'est pas nécessaire. Max, Lucrezia, qu'ils continuent leur enquête. Cette dernière, aussi surprise que Max, accepte la mission, bien que la confusion se distingue de son temps. Ryan, avec elle. Où ça? Où ça, dit-il? À la 23e avenue, l'avenir. Il y attend. La douce fumée de la tasse de café, troquée contre du thé, consolait paisiblement l'esprit d'Andrea, quelque peu attristé de voir une journée de plus défiler sans l'ombre d'un client. Depuis la venue du vieux Wild, sans oublier Madame Monty, il n'eut la chance ni de porter conseil à un visiteur égaré ou de bavasser livres depuis 3 jours. L'esprit qui l'amenait ici ne l'aura pas épargné de l'administratif, pénible indépendamment du monde. Mais au moins il eut la chance de rapidement croiser la route de cette demoiselle qui put, en échange d'une recommandation littéraire plus habile qu'il ne l'aurait imaginé, lui offrir un équivalent de visa en plus de documents lui permettant de s'enregistrer officiellement à la chambre du commerce. Mieux, elle le finance encore à ce jour. C'est à peine croyable. Malheureusement, la météo ne joue pas en sa faveur. Il vaudrait mieux pour lui trouver un moyen de partager son amour littéraire qui, en l'état, demeure timide en ces terres. Andrea ne peut continuellement jouer sur l'espoir de voir une nouvelle d'Alessia chaque jour. Pourtant, la clochette de la porte sonna et... nouvelle? Non. Mais Alessia elle-même ferma la porte. Celle-ci, élégante à en tomber, s'excuse de sa venue tardive. Tombée? Non. Mais sous le charme, oui, Andrea l'était. Se reprenant, il salue chaleureusement Dame Alessia. En parlant du loup, c'est la bienheureux hasard. Peut-être cette femme puisse être la clé de la floraison de sa passion sur nos quines. Plus encore que la dernière fois, il est l'heure pour Andrea de donner son maximum. Il ne s'attendait pas à la revoir de sitôt. Bien que ce n'est pas pour lui déplaire, au contraire, elle est probablement la seule, à vrai dire. Mais ce qu'Andrea voyait comme un moyen de la mettre sur un piédestal, Alessia le prend comme un synonyme de déception. Elle a reçu des merveilleux conseils de sa part et aurait dû résoudre l'affaire de trahison du loup blanc. Il sait qu'elle a échoué, le lui dit, constatant qu'elle revient, qu'était son aide. Peut-être est-elle la plus misérable de ses clients. Le regard attristé, déçu d'elle-même, honteuse, elle a la surprise de remarquer la gargouille offerte par Frank Wilde. Elle n'était pas là il y a 3 jours, elle en est certaine. De plus, elle n'a pas l'air d'avoir bougé, pourtant son aura est d'une intimidation infernale. Il se parade comme un être commun, banal, oubliable en surface, mais il n'hésite pas à afficher une relique de mage aussi puissante. Essaie-t-il par là de la réconforter pour qu'elle se sente moins seule? Tant de questions qui assaillaient l'esprit d'Alessia, souffrant une nouvelle fois de quelques malentendus. Sa bonté n'a réellement d'égal et elle souffre d'avoir pu douter de lui. Elle s'excuse, non pas à ce propos bien sûr, elle s'excuse de l'avoir déçu. En retard sur madame, Ryan pénètre à son tour au cœur de l'antre d'Andrea et interpelle sa commandante, lui demandant si c'est bien là qu'elle voulait se rendre. Mais il est bien étonné de trouver une banale librairie, enfin surtout un homme du commun. Celui-ci demande indiscrètement à Alessia qui est cet homme. Et celle-ci lui répond qu'il est son subordonné. Il n'y a pas plus loyal que lui,
pourrait dire de sa loyauté qu'elle est absolue. Ryan Givard, poussant un soupir de compassion, discret, Andrea est affligé de comprendre, maladroitement, que l'homme qui a trahi son cœur l'afflige bien plus qu'il n'eût voulu le croire. La pauvre n'a plus confiance, ne croit qu'en la loyauté d'homme de l'ordre, d'homme du secret. Minute Papillon, si elle s'est vengée, comme il le lui a conseillé, ne devrait-elle pas être, un minimum, enjouée ou soulagée? Qu'a-t-elle dit déjà? La voir déçue? Serait-ce possible? Andrea lui demande d'être indulgente devant son indiscrétion, mais aurait-elle échoué? Alessia s'amuse. C'était comme les livres qui en disent tant, sans bruit. Au fond, elle s'en doutait qu'il savait. Oui, elle a échoué. Il s'est enfui, Dieu sait où. Et elle a demandé partout où elle pouvait pour retrouver sa trace. Personne ne l'a revu. 2 jours sans interruption à batailler, puis une journée qu'elle a passée à remuer ciel et terre. Mais elle a sincèrement voulu mettre à profit les généreux conseils qu'il lui a offerts, mais ce fut en vain. Elle s'est levée contre lui, lui a tenu tête face à ses machinations et sa malveillance. Mais hier, après 5 heures où elle croyait pouvoir réussir, après même faire tomber ce fort qu'il déroba pour lui seul et monta contre elle, ce traître compris. Il avait un coup d'avance. Il abandonna son complice, et là donc, ils y reviennent. Elle ne sait, comme tous, où il est. C'est là qu'elle réalisa que jamais ne fut sa cible. Ses yeux aspirent à plus grand. Au fond, tout ce qu'elle crut, et en quoi elle avait encore confiance, n'était qu'une épaisse fumée, prête à s'envoler avec les oiseaux si l'on s'en approche de trop. Peut-être... Non, il est évident qu'elle n'eût compris la nature de ses conseils et son excuse. Elle a été imprudente et une nouvelle fois en paye le prix. Se voulant rassurante devant une tirade aussi sombre, Andrea se sert une tasse, oubliant ses manières. Une gorgée, quelques tours en bouche, cherchant la paix du café chaud pour réfléchir à froid. Il se demande ainsi, enfin, si peut-être il l'aurait mal compris. Dame Alessia s'exprime comme si l'Autrichon gris toquait à Caporetto. En amour comme en guerre, hein. Bon Dieu, Napoléon était pragmatique. Allez savoir d'où lui vient ce lexique. Mais pire pour Andrea, déceler le sens réel de ses paroles. Il ne peut y avoir pléthore de raisons pour décrire une déception amoureuse de la sorte. Mais est-ce là la clé de l'affaire? Non, il faut alors comprendre et tout tombe sous le sens si l'on atténue la force de ses dires. Elle a dû vouloir disputer le goujat 2 jours durant avant qu'il ne lève les voiles le 3e. Là, elle comprit ses véritables intentions, qu'elle n'a pas révélées car... probablement, la honte y joue. Il pourrait bien voir réaliser qu'elle a démêlé l'enchevêtrement de ses combines, d'où la fuite. Il s'y était préparé et avait probablement grand à y perdre si sa réputation en fut touchée ici, à Nokin. Il ne risquait rien à perdre une poupée qu'il dépouilla, d'où le fort de son argent. Et la voilà seule, démunie, peut-être pas mais moralement si. Andrea comprend bien l'ampleur de la situation. Enjouée, Alessia tout sourire lui demande ce qu'il en pense. À la surprise de Ryan, qui n'en croit pas ses yeux, vient-il vraiment de voir ce qu'il vit? À l'autre bout de l'appareil, l'on ne revient pas. Le masquineur aux écailles a été vu à Nokin. Ce genre d'informations classifiées ne peut pas fuiter alors. Ryan lui demande s'il doute de lui. Non, bien sûr que non. C'est plus que jamais il n'aurait cru possible entendre cela. Ce ne sont que de bonnes nouvelles. Qui voudra bien l'entendre? La formation Ryan Givard lui demande de faire fi des flatteries. Pour l'heure, il est en mission. Pour tout renseignement, il invite son interlocuteur à se référer à son relais directement. Le tunnel de contiguïté demeure ouvert pour la mise en relation avec la Société de la Vérité. Excellent. L'homme le remercie pour ses efforts. La cible cette fois? Ryan en rigole. Une pauvre fille. Dis-toi, on ne fait pas plus naïf. Elle a pris la rune de loyauté qu'Arthur Heywood lui a gravée comme garantie. T'entends? Oh Ryan, tu rigoles? Pas le moins du monde. Si seulement elle savait qu'il est affreusement simple d'en briser les faits. Cela dit, son pouvoir est des plus intéressants. Le crédit interpelle, rate Ryan. Madame le cherche. Il lève les voiles. Elle lui rappelle nonchalamment qu'il est son subordonné, qu'elle ne devrait pas avoir lui courir après. Ryan s'excuse de son impolitesse et assure Lucrezia qu'il va s'empresser de retrouver madame. Alors en route, il reste songeur. La capacité à contrôler la lycanthropie librement. Voilà quelque chose de valeur chez ces miséreux. S'il réussit, il pourra bien être en mesure de faire tomber, à lui seul, le loup blanc et les assassins noirs. Des bas-fonds, il se sera alors élevé en roi de l'information de tout Ilta. Plus que jamais, il en attend beaucoup de Madame Monty. Et pourtant... pourquoi cette pauvre femme est pendue aux lèvres de ce pauvre rhéteur? Alessia supplie son hôte de la guider. Pourquoi s'exprime-t-elle comme si cherchant la sainte parole? Son impatience traduit son inquiétude. Avec un ennemi issu comme disparu, le sourd écho des problèmes se distord et... il va s'agir de les penser autrement. Les solutions elles-mêmes, métamorphosées, ne lui paraissent naturellement plus si évidentes. Elle souffre d'être pleinement noyée dans cette affaire, et par essence est accablée au point qu'on ne puisse lui en vouloir de se sentir égaré. Des mots creux, sonnés, creux, des mensonges, l'art des pires rhéteurs, ceux qui trompent. Il le connaît mieux que quiconque, cet art.
Cet homme est des pires qu'il ait eu l'occasion de voir en action. Une envie pressante, et Andrea, tout dans son image d'ingénieux verbeux, imperturbable, s'excuse auprès de ses invités. Il eût cru sentir un courant d'air dont l'humidité ne ravira pas ses affaires. Bien qu'impoli, il leur demande une minute pour vérifier que les fenêtres sont bien fermées. Voilà ce qui arrive à alterner thé et café comme le dernier des assoiffés. Une fois le libraire parti, Ryan interpelle madame. Effaré, lui demande le sens de tout ce merdier. Celle-ci s'exclame, en mesure puisque chez Andrea, et demande à son homme de main si elle a des manières de s'exprimer. Si elle l'a fait venir ici, ce n'est que pour mettre en lumière les dessous de cette affaire, et non pas parce qu'elle voit en lui une quelconque contre-valeur. Effronté. Effronté? Mais cet homme est un mythomane de premier ordre. Oui, il est un effronté, outrecuidant, insolent, ce qu'elle veut. Mais il n'y a pas meilleur qu'un informateur pour déceler le vrai du faux. Cet homme respire la déception, il n'y a rien de valeur dans ses dires. Ce n'est que d'éternels enrobages de grands vides. C'est un putain de paquet de chips. Les chips en moins. Silence. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû l'emmener, mais elle avait espoir. Elle le remercie de lui avoir confirmé qu'elle avait tort. Tort d'espérer qu'un être malicieux puisse croire en autre chose que ce pourquoi il existe. Bon Dieu. Reine Giver s'en doutait, mais elle est folle ou idiote. Mais ainsi, elle doit toujours croire en sa loyauté. Impossible autrement. Après tout, elle ne vient pas de l'accuser de traîtrise ou autre. Si elle est aussi prône à succomber aux mots, il ne peut que gagner sur ce terrain. Ryan s'excuse, ces mots ont dépassé sa pensée et il se permet de lui rappeler qu'il lui est dévoué. Peut-être a-t-il mal compris, alors il lui demande d'attendre que cet homme revienne et il lui jugera d'un œil neuf et sincère. Mais le voilà ayant sorti une flèche empoisonnée discrètement de sa manche. Il confie à Madame Alessia Monti qu'il croit bien pouvoir lui prouver ses accusations. Mais non, il se leva. Une ombre immense dans laquelle des râles et des craquements sommaient ensemble la mélodie de l'horreur. Voilà que la gargouille prévée. Amui de terreur, Ryan fut comme paralysé avant que la gargouille ne l'emporte, laissant Alessia, son esprit, désemparé, atterré, épouvanté, sans rien y comprendre. La gargouille ouvrit sa gueule, comme baignant dans un cauchemar, les cris de Ryan s'égarèrent en son être. Lui, la menace, qui fut ainsi dévoré, anéanti, laissa planer une silhouette horrifique qui ne s'en prit pas à Alessia, laquelle contemplait, main dans la main de cire désarroi, un filet de sang. Le gargouille ne peut laisser cela, la menace, nettoyée, reprit place. Quand Andrea revint, il n'y eut plus rien d'autre qu'un effroi qui mit un temps à réagir au craquement du bois sous les pas dans l'escalier. Le libraire demande de l'homme de confiance et, ne songeant plus jamais à douter, elle y vit, non pas une menace que peut-être elle interprétera plus tard, elle y vit le calme d'Andrea, lui qui décida de décorer et d'orner une antre si paisible. Ainsi, sans subordonner, c'était urgent. La foudre blanchit le ciel. La librairie Incanto de la 23e reste pourtant noire. Plus noire sans aucun doute qu'elle ne le fut jamais. Alessia s'était ressaisie. Monsieur Cassano est enfin passé à l'action. Il a révélé ce dont il est réellement capable. Un avertissement, un tir, une sommation. Quelque chose de si futile pour lui qu'il n'en paraît aucunement affecté. Elle se croyait forte, un minimum, mais elle-même ne put réagir. La terreur la paralysa entièrement. Et si par malheur, la gargouille s'en eût pris à elle aussi, rien ni personne n'aurait jamais su. Ça n'a pas pris une minute. C'est comme si rien ne s'était jamais passé. Et pourtant, c'est comme si la mort en personne avait posé son regard sur elle. Plus jamais elle ne pourra la quitter. Il savait pour l'impudence de Ryan. Il savait pour ses soupçons, sa défiance. Il n'a pourtant pas même daigné se salir les mains, pas même le regard. Pourtant, il devrait avoir beaucoup à y perdre. Mais non, Andrea Cassano est un homme dont l'éminence dépasse de plus loin encore ses plus grandes imaginations. Il s'est montré aussi brutal qu'élégant, mais estime de la vie d'autrui et digne des plus grands mages noirs alors. Que devrait-elle faire? Comment peut-elle espérer sauver l'insauvable? Elle savait pourtant qu'elle n'aurait jamais dû emmener cet hérétique de Ryan. Elle le savait! Et le mal est fait. Contemplant avec surprise cet air de désarroi mêlé d'une peur bleu cobalt, Andrea lui demande s'il y a un problème. Son visage est d'une pâleur à en rendre jaloux les morts. Il l'invite à se détendre. Elle est venue pour cela, non? La mort. Longtemps plus tard, elle devrait éviter de lui courir après. Le souffle coupé par l'épouvante, les larmes lui montent quand sa voix enrayée dans jusque les plus aigus peu maîtrisée lui revient, mais seulement pour 3 mots. Je suis désolé. L'adrénaline font des tours à sa raison. Elle perdit les pédales, s'excusant pour la rudesse à son préposé. Elle savait qu'elle ne devait pas. Non, elle ne voulait pas l'emmener. C'est ça pour de vrai, elle le lui promet. Elle voulait. Le débit s'intensifia alors tant qu'Alessia largua Andrea en pleine mer. Aucun doute, elle est encore plus nerveuse qu'avant. Pourtant, il n'a fait que blaguer. Le pauvre libraire se demande si la belle demoiselle ne peinerait pas à cerner l'humour. Il est vrai que sa pauvre âme a été mise à rude épreuve et il a bien peur qu'une blague aussi importune sur la mort n'ait
était tout sauf la bienvenue. Quoique, si elle est aussi fragile, ce n'est pas une surprise non plus que l'homme qu'elle haït tant ait pu profiter d'elle comme il l'a fait. Elle ne peut continuer ainsi à souffrir des fruits empoisonnés qu'on lui offre, qui, d'un sourire, paraissent exquis, pourtant fort d'un terrible poison. Il apaisera une fois de plus son esprit meurtri. Il ne fait pas de doute qu'il a pu gagner sa confiance lors de leur dernière entrevue, et puis, c'est pour cela qu'elle est revenue. Andrea s'excuse pour son humour déplacé. Il pensait aider, il s'est trompé. Oui, il aurait dû l'écouter, rien d'autre. Bien sûr de parler un instant, peut-être même deux. L'élégante démon s'apaisa, soulagée de voir son messie d'humeur à pardonner, quitte à faire fi de son incartade. Elle s'excuse encore, mais cette fois pour lui soumettre une nouvelle demande d'après de livres. Elle est toujours trop faible devant ce qui lui fait face. Aucun problème, Andrea lui demande simplement un maigre instant de réflexion. Quoiqu'au fond, c'est à n'y rien comprendre. Il s'est absenté moins de 5 minutes, et pourtant c'est comme si son âme s'est décomposée entre-temps. Peut-être est-ce le fruit du départ de l'homme qui l'accompagnait, se demande-t-il. Il n'en demeure pas moins qu'en parlant de lui, Andrea interpelle sa cliente à propos de son subalterne, mais il n'avait pas l'air, comment dire, sain. Vaudrait mieux pour elle ne pas se tenir à des termes comme loyauté absolue. Il n'y a rien de cela en ce monde. Tout parangon cache une intention personnelle. Mais la demoiselle s'exclame. Comment cela se pourrait s'il est... Non, Monsieur Cassano ne s'autoriserait pas de paroles abstraites. Peut-être, oui peut-être, y avait-il un défaut dans la rune gravée par Heywood? C'est là la seule preuve de la loyauté de Ryan. S'il la remet en question, les mages blancs sont les seuls à pouvoir incanter et graver des runes de loyauté. Et eux seuls savent comment les briser. Arthur Heywood est un mage blanc, que sa propre famille a mené à proéminence. Pourtant, si l'intuition de Monsieur Cassano est bonne, cela voudrait dire, par ricochet, qu'Heywood brise intentionnellement ses runes pour satisfaire ses propres desseins. Dévastée, ne comprenant pas comment cela se puisse, elle demande à Andrea en qui, alors, peut-elle placer sa confiance? Elle-même et elle seule. Il sait que cette réponse ne plaît guère, mais c'est celle qu'il faut entendre pour espérer ne plus souffrir injustement. Qu'importe comment l'on voit la chose, quand l'on a y gagné ou y perdre, il faut partir du principe que nous composons avec Gola et Nvidia. La liste est longue, ils sont 7. Aussi, jamais quelqu'un n'exposera son cœur, pas dans ses moindres recoins, seulement ce qu'il désire, être vu. Enfin, à partir du moment où l'on comprend, pour son propre bien, quitte à s'aliéner quelques espoirs, on devient fier comme le béton et l'acier qui ont bâti notre monde. Pragmatique, droit, fiable. Mais surtout, ils ne se trahissent jamais. On peut bâtir par-dessus, et encore, et encore. L'on peut bâtir avec, et encore, et encore. Dès lors où elle pourra poser de nouvelles fondations, le monde lui paraîtra peut-être aussi injuste, mais infiniment plus clair. Avancer dans le brouillard est peine perdue. Avancer dans un monde que l'on comprend rend invincible. Et l'acier fut trempé, un livre de Nikolai Otrovsky, daté de l'ascension de la grande Union soviétique. Voilà une nation oubliée qui a vécu comme elle, mais elle s'est bâtie un grand avenir. Une fois eut lu le livre en main, qu'Andrea posa la sienne sur l'épaule de sa cliente, figé par la crainte. Il compte battre le fer tant qu'il est encore chaud. Quelques citations de cet ouvrage devraient être des faits. La possession la plus chère de l'homme est la vie. Celle-ci lui est donnée une fois. Il doit vivre, de sorte à ne pas être torturé par les regrets, sans but, sans connaître l'ardente honte d'un passé infect. Sa destinée est sienne. La pluie semblait plus forte, mais moins désagréable. Alors qu'elle jeta un œil au livre, avant que la curiosité ne prenne le dessus et que l'éclat d'une sagesse infinie ne rayonne, voici désormais une pluie de larmes bleues chaudes qui a enveloppé doucement son être avant que ne se déchire le voile de la vérité. Une inlassable volonté de faire affecte avant tout le pouvoir de l'âme. Alessia ne comprend plus rien. Elle revoit Monsieur Cassano dans sa librairie, la gargouille, son regard mort, d'un réveil, et les âmes qui hurlent, les purulent de malice, prisonnières à jamais du véritable enfer que t'envoie à tort sur terre, mais aussi Giva, sa rune, disparue, et où sa trahison. Oui, la rune n'est plus, mais l'écho de la vérité résonne encore plus fort. D'Alessia à la librairie jusqu'au fragment prisonnier du tourment d'âme de Ryan viendra avec les réponses de vraies fondations de béton et d'acier. Mais souffrante, tel un flux de mana, Alessia perdait à garder sa sanité. La douleur physique se joignait au martyr de l'esprit jusqu'à faire vaciller, puis saigner du nez la demoiselle, succombant presque à tant de pression. Et c'est le prix pour voir. Quel heureux malheur de le retrouver. L'esprit habitant l'ouvrage porta le traître Ryan sur un plateau d'argent. Du moins, ce qu'il reste encore de lui. Une vision d'esprit, peut-être.
Mais une chose est sûre, elle a enfin compris ce qu'il attend désormais. Monsieur Cassano, véritablement incroyable. Il a pu reformer la forme de son âme sans effort paraître, en plus d'y verser une large quantité de mana. Elle entrevoit enfin la chance de briser ce plafond de verre qui la hante vers l'infini incommensurable. Cette joie la noie et baigne son être d'une chaleur qu'elle ne croit n'avoir jamais connue. Ce n'est pas si mal, au contraire. Non, jamais elle n'aurait cru recevoir ce genre de récompense, si bien qu'Alessia peut affirmer sans crainte qu'Andrea lui a offert sa vie, celle qu'elle n'eut jamais. Elle s'imagine sans grand doute que son bienfaiteur doit être en train de gravir les marches vers le sommet des assassins noirs. Il désire ardemment que l'écosystème presque éternel des chasseurs s'effondre, enfin pour en rebâtir un neuf, plus grand, plus beau. Son merveilleux rêve, elle le comprend. Dès aujourd'hui, Alessia jure sur son nom sa plus absolue fidélité à son démiurge. Tout d'elle lui appartient. Enfin, plus jamais elle ne le décevra. Ça, jamais elle ne se l'autorisera, qu'il en soit sûr. Farfouillant les étages, Andrea est interpellé par Alessia, béate sous la pluie, non loin, qui, le nez coulant, rouge, s'inclinant en guise de remerciement, est partie d'un ridicule qui n'égale que l'absurde de ce que le pauvre libraire vient de voir. Qu'est-ce qu'elle fabriquait encore là? Pourquoi elle signait du nez comme ça, nulle part? Celle-là, Andrea en a entendu parler au Japon. Oh non, c'est quand même pas une yandere. Après avoir été abandonnée, elle a commencé à fréquenter ces lieux. Là, elle revient déjà et... Non, il se refuse de penser à ça, pas d'une de ses clientes. D'autant plus qu'il s'agit d'une femme d'un standing infiniment supérieur au sien. Que ferait-elle à s'intéresser à un miséreux comme lui? Surtout qu'en l'état, il a bien d'autres chats à fouetter, comme trouver de nouveaux clients, pardi. Et en parlant de nouveaux clients, il y en avait un qui, le week-end enfin passé, se décida à venir. Incanto, la librairie de la 23e avenue. La voici donc. Joseph n'arrive définitivement pas à cerner pourquoi le vieux Wild perdrait de son temps à venir ici. Plus de risque d'être aperçu. Et bon Dieu, il l'a été. Cela dit, c'est une opportunité à saisir pour lui de peut-être trouver des indices sur sa localisation. Mais enfin, il ferait mieux de voir de lui-même un jugement neuf et sans se baser sur l'avis d'espion. En tant que chevalier, son devoir est de faire trôner la justice sur le monde. De retour, l'esprit perdu dans ses livres, Andrea a mis la main sur un classique de son enfance qui lui avait bien manqué, Le Petit Prince. Ce livre est fier de nombre d'allégories philosophiques. Les leçons qu'il enseigne à travers son histoire sont aussi réconfortantes que mignonnes. Ça lui changera les idées pour ce soir. La sonnette résonna pendant qu'Andrea pensait sa soirée. Un client? Encore? En voilà une merveilleuse journée. Joseph, de son intimidante carrure, gracie les lieux de sa présence. Andrea est surpris de ne l'avoir vu rentrer. La porte mise à part, bien sûr. Son aura est d'ailleurs écrasante, menaçante même. Et un client est un client. De son flegme indéfectible, le libraire salue son invité. Comment pourrait-il lui venir en aide? Discrètement, Villeparius d'un sort et, de son œil gauche, observa toute la scène. Rien ne semble hors de l'ordinaire. Il n'y a ni fluctuation magique, ni rien qui pourrait être suspect. S'il en est ainsi, il n'y a de raison de questionner ce brave jeune homme. Il sera aussi perdu que le trésor de l'empereur déchu. Quoiqu'une chose n'est définitivement pas à sa place. Cette gargouille, ce vieux démon n'aurait pas donné à un illustre inconnu une telle relique. Joseph se retournait, demandant à Andrea s'il est le propriétaire des lieux. Celui-ci remarque que son client ne semble que très peu à l'aise socialement parlant. L'âge a dû lui jouer des tours. L'on perd souvent des rapports dans les formules de politesse qui s'écrivent, se disent avec le temps. Mais on s'y habitue aussi. Peut-être faire preuve de respect tout en étant chaleureux serait des faits. Sourire aux lèvres, Andrea répond à monsieur le doyen qu'il l'est. Doyen? Qu'est-ce qu'il entend par doyen? Si c'était la bleusaille de la tour des artefacts, il l'aurait encastré dans l'une de ses putains de bibliothèques. Mais Joseph ne peut se lâcher sur un civil. D'autant plus qu'il ne lui veut pas de mal. Cette gargouille est-elle sienne? Andrea lui répond qu'un de ses clients le lui a donné. C'est une sorte de souvenir qui, il s'en excuse, n'est pas à la vente. Pourquoi un chevalier aux éclats achèterait une relique de mage noir? La fureur du Saint-Déchi culmina presque. Un soupir pour redescendre, aussitôt remonté. Ce libraire devrait s'estimer heureux. Monsieur Joseph, il n'est pas déjà fracassé, ce souvenir. Ce client, est-ce bien Frank Wild? Répondant du tac au tac, Andrea lui confirme. Il semble que cet homme ait des affaires de vieille haleine avec Frank. Il marche sur des œufs et... non, ça ne lui plaît pas. Mais de son côté, Joseph est de plus en plus perdu. Pourquoi Frank Wild révélerait-il son véritable nom à un obscur libraire qui, vraisemblablement, n'est pas un mage? Qu'en plus, il lui donne une gargouille d'un tel niveau qui plus est... Il y a des chances que ce ne soit non pas un point de ralliement, mais d'échange d'informations. Cela dit, de son côté, Andrea lui aussi faisait face à des questions dont les réponses sont juchées. Allez savoir. Déjà, cet homme est venu avec une certaine attitude, furibond, et s'en est allé croissant chacune de ses réponses. Pourtant, il ne faut qu'un doute qu'il essaie, tant bien que mal, de calmer ses nerfs, paraître calme. Il peut en attester à la façon dont il lui répond. Il y a de raisons qui expliqueraient une quelconque animosité à l'égard d'un académicien passionné comme le vieux Wild. Comme lui dit Sherlock Holmes, lorsque vous avez éliminé l'impossible, quoi qu'il peut rester, même parfaitement probable, doit être la vérité. Il ne peut y avoir qu'une seule bonne réponse. Interpellant le doyen, Andrea lui demande si Monsieur Wild est un de ses amis. Un ami?
pourrait en parler ainsi. Ils se connaissent depuis fort longtemps. Andrea Cassano, le propriétaire d'Incanti, ne sait rien. Il n'est pas d'ici, il ne vaut qu'un intérêt au poison qui noie la ville dans ses allées sombres. Impliquer un brave civil ne serait que mauvaise presse, sans parler des risques qu'il lui ferait courir. Reprenant la parole, Joseph lui dit d'un ton solennel que... on pourrait dire qu'ils ont versé sang et larmes ensemble. Cependant, issu d'un conflit, il n'eut plus jamais entendu mot de Wilde. Oh, mais s'il le retrouve, Frank se laissa imaginer la raclée colossale qu'il lui infligera. La même qu'il y a 2 ans, mais cette fois, il s'assurera que Frank Wilde périsse bel et bien. Il laissera son sang chatouiller les pavés putrides des bas-fonds d'Iltar. Mais du côté d'Andrea, vous connaissez la mélodie, c'est un nouveau malentendu. Il se doutait que ces 2 hommes avaient une connexion fraternelle. Mais de savoir que leur histoire est si grandiose, oui, c'est touchant. Andrea comprend son excitation. Et puis bon, il n'est pas surpris de voir qu'il ait pu reconnaître au premier coup d'œil un présent de Monsieur Wilde. Quand celui-ci repassera, il s'assurera de lui parler de la venue de... Joseph Villepin. Il sera ravi de l'entendre. D'ailleurs, lui aurait-il laissé un moyen de le contacter personnellement? Il apprécierait pouvoir lui rendre visite. On se perd rapidement de vue et c'est comme s'il s'était volatilisé, alors... Malheureusement, le libraire a le regret de lui dire qu'il ne dispose pas de son adresse ou d'un quelconque moyen d'entrer en relation avec lui. Cela dit, lui emprunter un livre, disons, assez rare, il y a peu. Il ne devrait pas tarder à revenir. Peut-être est-ce là l'affaire d'un mois au plus. Il pourra le contacter dès que Monsieur Wilde est de retour s'il le désire. D'ailleurs, il se permet de changer de propos, mais apprécierait-il peut-être un café et profiter d'un moment pour souffler? Souffler. Joseph lui demande s'il a l'air fatigué à ses yeux. La vie est plus éprouvante que l'on ne veuille bien le croire et il ne pense pas que l'on n'est jamais assez de temps mort. Cela dit, tout ce fouillis verbeux sonne creux chez Joseph qui, bien pragmatique, a du mal à concevoir qu'un homme comme lui, que l'on croise partout, ait pu garder ce niveau de professionnalisme devant un mutant jusqu'à en faire un client. Cet Andrea Cassano n'est pas dénué d'intérêt pour un sou. Combien de temps cela se fait qu'il n'ait pu engager si librement la conversation? Devant son titre de chevalier aux éclats, pour sûr. Ce n'est pas stressant de devoir subir les politesses forcées de tous. Comme bien sûr, ce ne l'est pas non plus de n'avoir que des discussions creuses à longueur de temps. Mais peut-être oui, qu'il profiterait bien d'un temps mort. Joseph accepte l'offre. Le rythme de la vie vaut bien d'être apaisé de temps à autre, il a raison. Il ne dit pas non à un café, mais il devra se refuser une lecture. Il n'a malheureusement pas porté le moindre écu. Et puis, il ne pourra apprécier plus de générosité que ne lui a déjà été offerte. Hé hé, merveilleux, il s'ouvre enfin. Andrea a rapidement senti qu'il était aussi arrogant que fier à son ton, sans pour autant, encore une fois, être quelqu'un de mauvais. Le libraire lui confie que lire n'importe lequel des livres de cet étage est gratuit. Sa tasse de café. Le chevalier, souffrant de violents maux de tête qui ne cessent de prendre en ampleur, lui dit que ça ira pour la lecture. Il est pas ici pour longtemps, après tout. Son cou tabat doucement un livre quelconque à sa droite et, le regard tourné, celui-ci se posa sur la couverture des Graines de l'Abysse. Un livre dont l'aura tourbillonnante se veut affreusement inquiétante. Andrea, sans insister, cherchant à bavarder, lui relate sa dernière lecture, un conte de fées. Ça faisait des lustres qu'il n'en avait pas lu, et la paix qu'il en retire l'a ramené en enfance. Il n'a rien de mieux pour dormir sur ses 2 oreilles. Un conte de fées, dit-il. La vue est passée de savoir les apprécier. Andrea, face à cette réponse, pousse un soupir de désarroi. C'est la seule copie de cet ouvrage sur tous nos kin. Il y a un certain charme à l'unique, un attrait de la curiosité aussi. Mais Joseph fut soudainement noyé de questions. Le livre dont il vient de parler, un conte de fées, il en est certain? Oui, et un très bon qui plus est, un classique. Y a-t-il un problème? Là où Andrea tenait le petit prince, Joseph, lui, voyait les Graines de l'Abysse. Celui-ci se demande alors quel genre de saloperie il peut bien considérer comme des contes de fées. Plus il reste ici, plus une ombre de mystère semble s'élever du sol. Mais maintenant, le voilà curieux. Si cela ne le dérange pas, bien sûr, il apprécierait pouvoir y jeter un œil. Ne refuse pas une politesse. Il s'excuse aussi s'il l'a froissé, ce n'était pas son intention. C'est presque un sourire de dépit que laissa s'échapper Andrea. Comme l'a eu dit Monsieur Luchune, le plus ils paraissent virils, le plus leur cœur sera de la tendresse de celui d'une douce femme. Le livre prêté, Andrea est confiant qu'il sera apprécié. Et à peine Joseph eut-il en main ses familières sensations de malaise, de douleur, ses vertiges lui revinrent. C'est Candela. Il résonne. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Andrea Cassano. Il a parlé d'un livre de chevet. Qui est-il réellement? Et que cherche-t-il? Cet homme est un mystère. Paniqué devant le malaise de son client, Andrea lui demande rhétoriquement si ça va et se rue aussitôt vers celui-ci, totalement perdu quant à ce qu'il s'est passé. Est-ce un simple malaise ou une attaque? Il doit s'occuper des premiers secours et chercher de l'aide au plus vite. Mais alors qu'il prend son pouls, le libraire ne revient pas. Sa respiration est calme, aussi calme que son pouls, en rien faible. Il dort? Eh bien, il s'attendait à tout sauf ça. C'est rassurant, bon Dieu que ça l'est. Mais pourquoi s'est-il aussi subitement évanoui? Pourquoi
quoi cela arrive, à peine eut-il le livre en main. Le petit prince, ce n'est rien qui pourrait provoquer un choc et faire perdre connaissance à un homme. Cela commence à l'intriguer. Les mystérieuses occurrences se cumulent, et jamais il ne semble que réponse soit faite. Joseph Villepart doit en savoir plus que lui. À son réveil, il le questionnera. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est très clairement mon meilleur doublage. À vrai dire, c'est probablement le meilleur script aussi. Je modifie un peu à chaque fois les histoires que je vous fais, parce que bon, on peut les améliorer, c'est pas plus mal. Bon, forcément, reformuler, c'est long, mais bon, ça m'amuse, alors on va continuer. Comme à l'accoutumée, je remercie tous les Patreons qui me soutiennent dans mon travail. Ça me fait vraiment très plaisir. Merci à vous tous. Si vous aussi, mon travail vous plaît, et que vous en avez les moyens, je ne peux que vous inviter à regarder mon Patreon, le lien est dans la description. En parlant de Patreon, dès janvier, je vous garde une petite surprise pour celui-ci. Je vous en dis pas plus, on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine outro. Allez, sur ce, c'était Solstice, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.